D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Laquelle? Est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Ah bon, bien sûr, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi. Me voilà. Et maintenant, tu vas m'écouter tranquillement. Et si on faisait un top ultime du cinéma? C'est le projet dans lequel je me lance avec un épisode toutes les 2 semaines où je te propose 5 films que je classe, tout ça dans l'objectif d'avoir le top ultime du cinéma. Et du coup, cette semaine, pour la 5e fournée, nous avons droit à des stars pendant la Seconde Guerre mondiale, un vieux film qui a sûrement bien inspiré Aladdin, en tout cas celui de Disney, des sirènes qui chantent, n'importe quoi, et des gros avions. Tu as faim? C'est toi qui régales? L'oncle Sam. T'en as pas marre, tu veux pas passer à autre chose? Rémi! Rémi! Top Gun, la cassette top de l'année 87. Déjà plus de 3 millions de cassettes vidéo vendues dans le monde. Un film supersonique, le meilleur parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui vous motive? J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale. Tu veux savoir qui est le meilleur ici? Monsieur le Président, ce tournant décisif de la guerre est aussi le plus dangereux pour tous ces trésors qui sont le patrimoine de l'humanité. Les nazis volent des œuvres à Varsovie. Venus de 13 pays différents, les Monuments Men veulent à tout prix retrouver les œuvres d'art volées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le speech de Monuments Men, sorti en 2014, de George Clooney. Monuments Men, c'est pour moi le symbole parfait du cinéma de notre célèbre barista Nespresso préféré, George Clooney. C'est un cinéma pétri de bonnes intentions, mais toujours faible scénaristiquement parlant, peu inventif et sacrément creux. Du coup, ça fait le café de temps en temps, hein. T'aimes bien ma blague. Mais c'est quand même sacrément chiant le plus souvent. Un peu comme les personnes qui aiment les cafés Starbucks. Pour moi, c'est un véritable paradoxe que d'aimer fondamentalement le cinéma de George Clooney. Donc pour ce film, on s'attaque à la Seconde Guerre mondiale avec légèreté, puisqu'on est clairement dans un film de braquage qui essaye de faire du Ocean, mais qui est plus proche du Ocean 8 que du Ocean 11. Et vu que c'est Clooney, c'est très trop patriotique, et ça donne des contradictions entre une légèreté assumée presque absurde et des enjeux rajoutés au lance-pierre pour montrer la bravoure de ces hommes. Bref, pour un après-soirée un peu trop arrosé, ça peut peut-être le faire, mais sinon, c'est vraiment un scénario qui est proche de ce qui va sortir après ta soirée dans tes cabinets. J'espère que tu as aimé ma comparaison, j'ai tout donné là-dessus. Visuellement, le film est extrêmement fade, comme tous les films de George Clooney. C'est moche à en crever, on se fait chier devant le casting pourtant extrêmement bien étoffé avec Jean Dujardin, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman. Mais tout est sous-exploité. Et franchement, je suis gentil, je vous passe tous les problèmes liés au fait que ce soit un film de casse dans un film de guerre et qu'on arrive à mixer tellement de choses que ça devient tellement casse-gueule que n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de comédie, il n'y a rien qui en ressort. Bref, le film semble perdu entre plusieurs eaux et c'est pas la pire merde que vous verrez, mais c'est clairement pas un film ne serait-ce que sympathique. Si je devais quand même garder un moment, c'est le moment où ils discutent autour d'un feu de camp par radio interposée qui est sûrement la quintessence de les acteurs ne savent pas quoi faire. Ils ont une espèce d'air grave, puis pas grave, puis grave. C'est beaucoup trop lent et c'est vraiment édifiant. Au niveau de la place, je pense que c'est mieux que Thor. Oui, c'était une question qui était délicate, mais je pense que c'est légèrement mieux que Thor. Donc 17ème, juste devant Thor, juste derrière Legend. À Bagdad, Ahmed,
le voleur, tombe amoureux de la belle princesse. Mais il devra braver 1000 dangers pour gagner sa main. On va parler d'un très vieux film, ce sera pour le moment le plus vieux film dont on parle dans cette émission. Et j'ai envie de vous parler du Voleur de Bagdad, sorti en 1924 de Raoul Walsh. Il faut savoir que c'est un film qui est assez important dans cette période des années 20, puisque c'est le premier film millionnaire. Et quand je dis millionnaire, c'est qu'il a coûté plus d'1 million de dollars, ce qui était la première fois de l'histoire du cinéma qu'un film coûtait aussi cher. Et avant de donner mon avis sur le film, il faut que je vous explique un petit peu dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu, parce qu'elles sont extrêmement bonnes pour un film de ce type. J'ai pu le découvrir donc en ciné-concert à l'Auditorium de Lyon. Et c'est vrai que ça reste des conditions assez incroyables, de un, parce que c'est sur un très 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 grand écran, et en plus que l'ambiance sonore est du coup assez riche et intéressante. Pour un film aussi ancien et aussi intéressant par la richesse de ce qu'il nous montre, c'est très 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 bien de pouvoir voir Le Voleur de Bagdad dans des conditions telles. On parle d'un film d'aventure extrêmement prenant, où on sent qu'il y a plein d'idées à la minute, on sent qu'il y a plein d'envie de créer un petit peu à la manière de ce que pouvait faire le cinéma de fin des années 1800, début des années 1900, de faire de la prestidigitation devant l'écran, et ça se voit, il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes, et en plus de ça, on a vraiment quand même quelque chose de visuellement et de narrativement assez intéressant. Ça reste quand même assez difficile pour moi de parler du cinéma des années 20, tout simplement parce que j'ai vu assez peu de films de l'époque, donc j'ai du mal à avoir vraiment un esprit de comparaison et savoir si c'était réellement novateur ou si c'est moi qui me fourvoie complètement. En tout cas, pour moi, pour quelqu'un qui a peu de connaissances dans ce cinéma-là, je trouve que c'est vraiment visuellement assez incroyable et que je passe un excellent moment devant ce film. C'est pas fait pour tout le monde, je peux comprendre qu'un film en noir et blanc sans parole de 1920, c'est pas hyper chatoyant, mais essayez, c'est vraiment un mythe que de découvrir celui de Voleur de Bagdad. Pour la scène à garder, j'aurais tendance à dire toutes les scènes de tapis volant qui m'ont visuellement bluffé pour l'époque. Quand on se remet en contexte, on se dit que y a encore des films actuellement qui peuvent faire des choses moins belles. Oui, je parle de toi, Aladdin en live action. Et je me pose encore des questions même sur quelques petits moments où je ne sais exactement pas comment ça a été fait vu les moyens de l'époque, c'est vraiment impressionnant. Pour la place, comme dit précédemment, Le Voleur de Bagdad fut une véritable expérience pour moi, encore plus importante qu'une expérience classique de cinéma. Et à ce titre, il va avoir une place peut-être un peu plus importante que ce qu'il aurait eu si je l'avais découvert sur mon canapé dans un petit écran. Je vais le mettre juste devant la corde et juste derrière Tag, soit la 5e place. Deux sœurs sirènes travaillant dans un nightclub doivent affronter de bien cruelles et sanglantes décisions, lorsque l'une d'elles tombe amoureuse d'un beau jeune homme. Juste avant la lecture du synopsis et à l'idée que l'on parle donc du film The Lure sorti en 2017 par Agnieszka Smozyńska, si je prononce bien, et je peux vous dire que c'est une véritable petite pépite et disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à la découvrir. C'est quelque chose qui est méconnu, on en a assez peu entendu parler. Moi, les seuls endroits où j'en ai entendu parler, c'est dans le podcast Pardon le cinéma, qui en a fait un petit peu une review et aussi dans leur livre, et où j'ai vraiment été ultra intéressé pour découvrir ceci. Ceci parce que ce film va essayer de revisiter un véritable mythe, celui des sirènes, et pas façon la petite sirène comme a pu le faire Disney, avec Sous l'océan, tout ça, mais plutôt celui où les pirates se faisaient clairement tuer à force d'écouter leurs chants. Et vu qu'on est au 21e siècle, on va le faire dans un nightclub et parler de la place de la femme dans la société polonaise. Et là, c'est bon, on est tombé sur du véritable très très bon cinéma. Certes, le film n'est pas parfait et il n'esquive pas quelques petits défauts. Moi, je trouve que c'est vraiment des défauts de premier film, c'est-à-dire que tu te dis c'est peut-être ta seule chance et tu vas en faire trop et vouloir trop bien faire. Et des fois, ça manque de sincérité. Ça donne quelques longueurs, ça donne des dialogues pas toujours incroyables, mais il nous donne aussi de véritables moments de prouesse, avec ces moments musicaux qui sont tous intéressants, des vrais questionnements profonds sur un univers visuel riche.
Donc, comme dirait le mec qui joue mal dans Monuments Men, what else? T'as vu, je relis les films entre eux, etc. Non, tout ça pour dire que The Lure, c'est une vraie petite pépite et quelque chose que vous ne verrez pas si on ne vous en parle pas parce que ça va passer sous les radars. Cette réalisatrice, elle a du talent, hein, et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas un film qui est parfait, mais ce film peut vous montrer vraiment quelque chose de différent d'un cinéma que vous ne connaissez absolument pas. Si on doit garder une scène qui vous fera en plus vraiment kiffer, je pense, c'est le final, dont je ne vous spoilerai rien, mais qui en plus d'être extrêmement touchant, est une magnifique scène de cinéma gérée de bout en bout pour conclure l'arc narratif et la profondeur que peuvent donner un petit peu ce film. On y voit beaucoup de finesse et d'envie dans cette scène et ça fait plaisir. Il sera donc 10e, juste devant Captain Orgasmo, et juste derrière Wall-E. Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Rémi, mon cœur? Rémi, qu'est-ce qui se passe des fois ce que tu fais là? Des fois, je sais pas, j'ai l'impression que tu pars en biberine. Après un succès sur Internet qui n'est plus approuvé, Rémi Gaillard s'exporte sur grand écran avec la ferme intention de faire n'importe quoi. Je veux bien entendu vous parler de N'importe qui, film sorti en 2014 de Raphaël Friedman. Et il faut être honnête, je pense que la plupart des gens ont oublié ce film. Oui. Ou en tout cas, j'espère que vous l'avez oublié, ou même que vous êtes passé complètement au travers de ça. C'est sorti en 2014, c'est en pleine période où Rémi Gaillard était le plus grand youtubeur français, puisque ça a été le cas. Et il a décidé de faire un film. Oui, et c'était peut-être une erreur. Parce que N'importe qui, c'est donc le projet de Rémi Gaillard. Et moi, je suis né et j'ai vécu pas très loin de Montpellier. C'est donc un projet où j'avais quand même pas mal d'attentes. On rappelle que Rémi Gaillard est un youtubeur du coup montpelliérain qui a fait la plupart de ses blagues à Montpellier. Donc on reconnaissait les décors sur ses premières vidéos. Et on a tous été un petit peu bercés par les vidéos de ce cher Rémi. On pouvait même le voir dans les fêtes de nos villages, des fois passer. Donc c'était un personnage un petit peu important. Donc je m'attendais forcément pas à un grand film, il faut être honnête. Mais quand je dis grand film, je veux dire, je ne m'attendais pas à des jeux d'acteurs resplendissants, des prises de vue, un scénario. Non, tout ça, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, heureusement, car tout est éclaté au sol. Mais je m'attendais au moins à que ça soit drôle. Par exemple, pour faire le parallèle avec les 12 commandements de Michael Youn, les 11 commandements d'ailleurs de Michael Youn, on ne demande pas au réalisateur d'être un virtuose dedans, mais on nous fait vraiment marrer. On ne veut pas que ça fasse bouger la caméra comme Baz Luhrmann, mais on veut rire. On veut vraiment rire. Et je trouve que Michael Youn, par exemple, y arrive. Et c'est là, malheureusement, que le bas blesse et que c'est beaucoup, beaucoup moins fun. C'est que N'importe qui, c'est des petits sketchs qui s'enchaînent, des petites vidéos YouTube qui peuvent être très marrantes sur YouTube, mais dans un rythme de film, c'est pas incroyable, ça ne marche pas et c'est vraiment pas drôle. Du coup, on est vraiment sur un véritable étron, parce que en plus d'être nul visuellement, c'est aussi nul en termes de comédie, ce qui devrait être maîtrisé par Rémi Gaillard. Alors je l'adore Rémi Gaillard, il y a plein de choses après qu'il a fait qui sont extrêmement intéressantes. Heureusement, toutes ces choses-là étaient très loin du cinéma, parce que là, ça valait vraiment pas le coup. Et la scène à regarder, sincèrement, rien. Il n'y a rien. Je pense qu'un épisode de Plus belle la vie a plus d'intérêt à être conservé que n'importe quelle scène du film. Bref, tu l'as compris, c'est notre nouveau dernier. Eh oui, The Open House est vaincu. Et ça, c'est fort. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Vous deviendrez encore mieux. Hanté par la disparition de son père, tombé au Vietnam, Pete Mitchell, surnommé Maverick, s'est forgé au fil des années une solide réputation de pilote hors pair. Ses qualités lui permettent de décrocher avec son ami et copilote Nick Bradshaw un stage à la Fighter Weapons School en Californie, aussi connu sous le nom de Top Gun, sorti en 1986 de Tony Scott et notre dernier film chroniqué aujourd'hui. Et Top Gun, c'est un de ces classiques des années 80. Un film un peu bourrin, mais avec un propos sûrement moins bas du front que tout le monde veut bien nous le dire. Et je pense que tout le monde connaît ce film, en plus avec la sortie de Top Gun Maverick cette année. Cette recette d'un savant mélange entre action spectaculaire, histoire simple mais attachante et véritable reflet d'une époque d'actionneurs.
J'ai bien nommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les années 80. J'ai eu du mal à en dire vraiment beaucoup sur ce film. Hein. C'est un film qui a marqué, mais qui reste un peu limité sur son propos. On ne donne pas plus qu'un vrai pur divertissement qui marche extrêmement bien. Et c'est déjà beaucoup. Top Gun, il nous dit des choses, mais c'est quand même pas réellement l'idée profonde du film. Le film veut en mettre plein les yeux et il y arrive. Alors moi, j'ai des fois un petit peu du mal avec cette image un peu pro-américaine qui peut être donnée par Top Gun. En tout cas, comme moi, je le ressens. Mais en même temps, ça fonctionne extrêmement bien par rapport à quand est-ce qu'il est sorti, comment il est sorti. Et d'ailleurs, je trouve que Top Gun Maverick arrive un petit peu mieux à compenser ça et à faire quelque chose de plus intéressant avec ça. Il n'empêche que Top Gun, c'est un vrai monument de film d'action, un vrai monument aussi au niveau de l'émergence, parce que c'est un des premiers films pour moi de Tom Cruise vraiment en star d'action, bien sûr. Mais voilà, et on est face à un excellent film, un excellent moment à passer. Pas grandiose, hein, ça sera jamais pour moi le plus grand film de tous les temps, ou même ça sera difficilement dans un top 10 des films à conserver, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et si je dois vous dire de garder une scène, c'est le final, hein, qui est un peu la quintessence du film, c'est-à-dire un feu d'artifice d'action et d'émotion un peu bourrine entre hommes un petit peu gaizous, hein, il faut être heureusement, et qui nous en donnent vraiment pour notre argent. Pour ce qui est de la place, certains vont trouver ça peut-être bas, mais pour moi, ça reste que, comme je dis, Top Gun, c'est un film qui est extrêmement intéressant, mais qui est limité sur sa profondeur. Et donc, pour moi, 13e, hein, entre les confins du monde et 1941. Bon, j'espère que tu as vraiment apprécié ce top. Hein. On a pu avoir vraiment quand même des changements assez intéressants au niveau des places. Hein. On a un nouveau dernier, n'importe qui. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pleurer, mais c'est comme ça. On a aussi pas mal de modifications au niveau donc, de tout ce qui va être le ventre mou, hein, de notre top. Avec donc forcément, comme je vous ai dit, Top Gun, The Lure qui arrive à la 10e et 13e place. Monuments Men qui descend gentiment à la 20e, donc c'est un peu plus dans les bas-fonds. Et on a quand même un nouveau film dans le top 5, hein, avec Le Voleur de Bagdad, qui est donc le plus vieux film chroniqué, mais aussi un nouveau top 5, le 5e, qui est sorti ici. Pour continuer ce top, ce sera dans 2 semaines, hein, avec peut-être un petit peu de surprise. En tout cas, le top de dans 2 semaines est pour moi un des meilleures sélections de films que j'ai fait. J'aime beaucoup la diversité qu'il peut avoir dedans et ce qu'on va pouvoir y mettre. Et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi, ne m'oublie pas. Et puis, à dans 2 semaines. Non, je déconne. On se revoit bien entendu samedi prochain avec un film qui risque de t'intéresser. C'est Caplery. Oh, c'est agaçant à la fin.